Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Je suis Thérèse Mendoz, passionnée d'histoire et de tarot psycho-intuitif. Voici l'histoire de la commanderie d'Avaleur. 900 ans d'histoire presque intacte. Sur ce plateau qui domine la vallée de la Seine, à 2 kilomètres de Bar-sur-Seine, se cache l'un des sites templiers les mieux conservés de France. La commanderie d'Avaleur. 9 siècles d'histoire nous attendent derrière ces murs. Levez les yeux, la charpente que vous voyez, celle d'origine du XIIIe siècle. Une charpente à chevrons remarquablement conservée depuis 8 siècles. C'est un des éléments les plus rares de tout le site. Peu de charpentes médiévales de ce type ont traversé les âges sans être remplacées. Sur la façade nord, on pourra y voir encore le blason de Jacques de Souvray, commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en 1616, une trace de la période hospitalière, bien après la disparition des Templiers en 1312. La chapelle deviendra plus tard église paroissiale de Bar-sur-Seine. Puis au XXe siècle, elle servira même aux granges agricoles, un usage presque incongru pour un tel lieu. La chapelle elle-même est un peu plus tardive que la commanderie. Elle est édifiée au tout début du XIIIe siècle, entre 1210 et 1220 environ. C'est donc un témoin direct de l'apogée templière, construit au moment où le domaine s'étend déjà sur plusieurs villages autour de Bar-sur-Seine. Regardez bien ce bâtiment. Il raconte 2 styles à la fois. L'extérieur est plutôt roman, avec un portail à colonnes et des chapiteaux sculptés. Mais une fois à l'intérieur, on bascule dans le gothique. 3 travées voûtées d'ogives, une nef unique, sobre et élancée. La chapelle est rectangulaire, à chevet plat. Pas d'abside arrondie comme dans beaucoup d'églises, mais un mur droit percé de 3 longues ouvertures, qu'on appelle un triplet. Elle mesure environ 25 mètres de long sur 6 mètres de large. Une nef étroite et haute, typique de l'architecture templière, pensée pour la sobriété plutôt que pour le faste. Les 3 croisées d'ogives reposent sur des culs de lampe sculptés, de petits supports en pierre ornés de motifs végétaux ou de figures humaines, un détail qu'on retrouve souvent dans l'art templier. On y voit aussi une influence cistercienne, cet ordre monastique connu justement pour son dépouillement architectural. Aucune particularité locale, contrairement à d'autres commanderies, comme celle de Seine-et-Marne. La chapelle d'Avaleur possède des contreforts de style champenois ou bourguignon et pas d'arc de décharge. La poussée des voûtes est reprise différemment par un mur à ressaut. Nous passons directement à ce qu'on appelle le chef-lieu, le lieu principal. Ici, les frères prenaient leur repas en commun. Silence pendant le repas, lecture de textes sacrés à voix haute, sobriété alimentaire, la vie templière suivait une règle presque monastique. La pièce a été reconstituée à l'identique pour nous plonger dans le quotidien du XIIIe siècle.
La vaisselle que nous voyons est reconstituée. 10 Templiers y vivaient en permanence. Après 1312, le pape Clément V supprime l'ordre du Temple. Le domaine passe aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui reprennent le flambeau sans rien bouleverser dans la gestion du lieu. 2 siècles plus tard, le commandeur Jean de Choiseul modernise le logis à la Renaissance. Ses armoiries ornent encore les linteaux des portes et fenêtres. C'est à cette époque qu'apparaît ici une domesticité plus classique, servante et valet au service du commandeur. Un contraste saisissant avec la pièce précédente. Ici dormaient les chevaliers et les sergents, tout habillés, une lampe toujours allumée en cas d'alerte. Le confort y était minimal. L'ordre prônait la pauvreté, mais pour ses membres nobles. Imaginez les chevaliers dans leurs manteaux blancs frappés de la croix rouge, les sergents en habits sombres vivant au rythme des prières et du travail agricole. Autour du logis, le domaine s'étendait sur des forêts, des vignes, des terres données, année après année par les seigneurs voisins. Des paysans, serfs liés à la terre, ou vilains plus libres, cultivaient ce sol pour le compte de l'ordre. Au XIIIe siècle, la commanderie s'étend sur une dizaine de villages, jusqu'aux portes de Troyes. Aucune femme ne vivait dans l'enceinte des frères. La règle du temple l'interdisait, mais dans le hameau alentour, les familles de fermiers travaillaient la terre ensemble, femmes et hommes. Au début du XIVe siècle, l'ordre du Temple traverse une période difficile, depuis la perte de Saint-Jean d'Acre en 1291. Les Templiers ont été chassés de Terre Sainte. Le grand maître Jacques de Molay, qui dirige l'ordre depuis 1295, cherche encore à relancer la lutte en Orient. Il envisage même, sur demande du pape Clément V, une fusion avec les Hospitaliers pour unifier les forces chrétiennes. Mais en France, le climat se dégrade. Le roi Philippe le Bel, très endetté, voit dans la richesse considérable de l'ordre une cible de choix. Un prisonnier de droit commun, Esquieu de Floirant, prétend avoir recueilli les confessions d'un Templier accusant l'ordre de pratiques secrètes et hérétiques. Le roi s'en saisit. Que ces accusations soient fondées ou non, elle lui donne le prétexte qu'il cherchait. Puis vient le jour fatal, le vendredi 13 octobre 1307 à l'aube. Tous les Templiers de France sont arrêtés simultanément dans leur commanderie, sur ordre du roi. À Paris, Jacques de Molay lui-même est capturé, avec plus d'une centaine de ses compagnons. Les accusations pleurent, hérésie, idolâtrie, reniement du Christ. Pratiques contraires aux mœurs, sous la torture, beaucoup avouent, y compris Jacques de Molay en personne. On ignore précisément ce qui s'est passé ce jour-là à Valeur. Mais le dernier Templier connu du lieu, un certain Chrétien de Bicêtre, disparaît des archives à cette époque, probablement emporté comme tant d'autres frères dans la tourmente du procès. L'affaire traîne pendant des années. Finalement, le 22 mars 1312, le pape Clément V dissout officiellement l'ordre du Temple par la bulle Voix in excelso et ordonne que tous ses biens reviennent aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. 2 ans plus tard, le 18 mars 1314, Jacques de Molay est brûlé vif à Paris sur l'île aux Juifs avec un autre dignitaire de l'ordre, Geoffroy de Charnay. La légende veut qu'il ait, du haut de son bûcher, maudit ses juges et prédit leur chute. Une histoire popularisée bien plus tard par les romans de Maurice Druon, Les Rois maudits. Il faudra attendre 2008 pour que le département de l'Aube rachète le logis, puis 2020 pour la chapelle, et lance leur restauration. Aujourd'hui, à Valeur rouvre ses portes chaque été pour faire revivre, le temps d'une visite, 9 siècles d'histoire templière.
Dans cette histoire, les héros, ce sont les Templiers eux-mêmes, bâtisseurs, gardiens de ce domaine, portés par une foi et une discipline sans faille, pendant près de 2 siècles. L'ami Nésis, Philippe le Bel, dont l'avidité et la soif de pouvoir précipiteront leur chute brutale en 1307, et les mentors, les hospitaliers qui jouent un rôle silencieux, ceux qui recueillent l'héritage. 9 siècles plus tard, les pierres d'Avaleur sont toujours là pour nous raconter cette histoire. C'est un peu comme une lecture de tarot psycho-intuitif. Ce lieu nous invite à regarder au-delà de ce qui est visible, à écouter ce que les pierres et les silences ont encore à nous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette visite. Et merci à la commanderie d'Avaleur et à celles et ceux qui préservent ce patrimoine exceptionnel pour les générations futures. N'hésitez pas à vous abonner pour une prochaine visite. Et je vous dis à bientôt, peut-être.